Bonsoir à tous, les informations de ce jeudi 12 mars. À 3 jours du premier tour des municipales, nous continuons notre série de portraits des candidats. Découverte ce soir du Strasbourgeois Mathieu Le Tallec, tête de liste du Parti ouvrier indépendant démocratique, mais aussi de la liste Ouverture citoyenne à Colmar cette fois. Comment rapprocher agriculture et culture urbaine? C'est le pari de producteurs locaux. La coopérative Hopla a par exemple fait appel à des artistes pour redécorer l'entrée de son magasin au rythme des saisons. Et puis dans le Haut-Rhin, la comédienne Léa Girardet propose dans son spectacle un parallèle atypique entre sa vie et celle d'un footballeur. Mais pour commencer, un point sur le coronavirus. Selon les derniers chiffres, le Grand Est regrouperait 587 cas de contamination, dont 9 décès depuis le début de l'épidémie. Selon l'Agence régionale de santé, 359 cas ont été diagnostiqués dans le Haut-Rhin et 108 dans le Bas-Rhin. Depuis hier, la région est considérée comme zone à risque par les autorités allemandes, au même titre que la ville chinoise de Wuhan. Les autorités d'Outre-Rhin invitent les frontaliers français à rester chez eux. Depuis aujourd'hui, 17h, les contrôles aux frontières sont renforcés, les voitures sont arrêtées et les policiers peuvent contrôler la température des automobilistes. En Moselle, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le gouvernement fédéral allemand cherche à endiguer l'épidémie. Et à noter que ce soir, le président Emmanuel Macron fera sa première déclaration depuis l'apparition du virus ce jeudi à 20h. À 3 jours des municipales, comment garantir la sécurité des électeurs face au coronavirus? Dans les bureaux de vote, on se prépare pour le grand jour. À Brumat, l'objectif est de rassurer. Gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, masques seront à disposition des votants. On écoute Jean-Daniel Schell, conseiller en charge des élections municipales, au micro de Fanny Kunz. L'objectif, il est simple, c'est d'une part de rassurer les gens, de dire qu'aller voter, c'est sans danger. Deuxièmement, c'est d'éviter qu'il y ait une propagation du virus par les contacts physiques, notamment les contacts tactiles. Le troisième objectif, également, c'est de protéger les assesseurs et le personnel communal. En tous les cas, c'est pour rassurer les gens et surtout pour éviter tout risque. Les gens vont entrer dans le bureau de vote, ont la possibilité dans un premier temps d'utiliser du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Ils prennent les enveloppes et les bulletins de vote, passent par l'isoloir qui est régulièrement désinfecté au niveau des tablettes au cas où il y aurait un contact avec les tablettes. Ensuite, ils se rendent à la table de vote, montrent leur pièce d'identité avec un système où on leur demande de la présenter sans que l'assesseur ne soit obligé de la toucher, procèdent donc au vote et pour la signature, prennent un stylo propre, signent, le mettent dans un autre pot pour les stylos sales qui sont régulièrement nettoyés. Avant de quitter le bureau de vote, ils ont la possibilité à nouveau de passer par la station de nettoyage des mains. Et à Brumart, la course à la mairie se jouera dimanche entre 3 candidats. La liste Brumat pour tous du maire sortant Étienne Wolf de diverses droites se présente face à celle de Jean-Michel Delay de divers gauches. Il conduit Alternative démocratique, sociale et écologique. Et face à eux, Jean Aubrecht sans étiquette. Il est à la tête de la liste Mieux vivre à Brumat. Et à Strasbourg, suite de notre tour d'horizon des candidats aux élections municipales, au tour de Mathieu Le Tallec de présenter son programme. Reportage de Adrien Laby. Mathieu Le Tallec, 37 ans, numéro 1 sur la liste Strasbourg 100% service public. Soutenu par le Parti ouvrier indépendant démocratique, cette liste à la gauche de la gauche entend initier une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, tant au niveau national que local. Voici leur projet pour Strasbourg. Le projet, c'est avant tout une liste de combat. Une liste de combat contre le gouvernement Macron et Philippe, notamment qui détruit les retraites, qui matraque les femmes qui manifestent à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, qui ferme les hôpitaux, etc. Et donc une liste qui combat également sur le plan local contre tous ceux qui se font le relais de cette politique-là. C'est le retour au service public de tout ce qui a été privatisé, c'est dans l'intérêt de la population, l'annulation de toutes les augmentations de tarifs, notamment de la CTS et des cantines scolaires, c'est également des transports en commun gratuits dans le cadre du service public, de la régie publique, c'est l'annulation de toutes les augmentations de loyers de logements HLM, c'est la réquisition des logements vides pour loger toutes les personnes qui en ont besoin. Sur la liste des travailleurs, des jeunes, des étudiants, des retraités, tout un panel de personnes engagées dans les divers mouvements sociaux. Mais aussi des locataires de logements HLM.
Ces 2 dernières années, Mathieu Le Tallec s'était engagé auprès de ces derniers dans un bras de fer avec Habitation Moderne. Ainsi, la question du logement se trouve en bonne place dans leur programme. Il y a une politique qui vise à expulser du centre-ville les pauvres, avec l'arrêté anti-mendicité. Donc nous, on réclame l'annulation de l'arrêté anti-mendicité et donc le logement de tous ceux qui ont besoin d'être logés et donc qui passe par la réquisition effectivement des logements vides, des surfaces vides. Première mesure proposée par l'équipe de Strasbourg 100% service public, la fin du pacte budgétaire signé par la ville. Objectif, mettre fin à l'austérité et permettre l'embauche de fonctionnaires nécessaires à la remunicipalisation des services publics. Et puis direction Colmar à la rencontre de Michael Meghelati et Alice Bass, tête de liste Ouverture Citoyenne. Les membres de ce mouvement souhaitent remettre le citoyen au cœur du processus démocratique, composé de militants politiques et syndicaux, mais aussi de gilets jaunes, des associatifs et des citoyens politiques. Le collectif entend incarner la convergence des luttes écologiques, sociales et citoyennes. Reportage de Fanny Kunz. Alice Bass, 59 ans, militante de la France Insoumise et professeure de lettres. Elle est en 2e position sur la liste Ouverture Citoyenne pour les élections municipales à Colmar. Leur projet, incarner les luttes écologiques, sociales et citoyennes. Avec leur tête de liste Michael Meghelati, ils veulent porter haut les couleurs vert, jaune et rouge du blason de Colmar. Ouverture Citoyenne se compose de militants politiques issus d'Europe Écologie Les Verts, la CGT, la France Insoumise ou encore les Gilets jaunes. On n'est plus représentés par les politiques puisqu'ils sont trop loin de nos préoccupations. Et donc le référendum d'initiative citoyenne est vraiment le moyen pour les citoyens de reprendre le pouvoir. Ce référendum qu'on peut installer grâce à la décision du maire. En fait, c'est le maire qui peut décider par arrêté que le citoyen sera consulté pour les grandes décisions, pour toutes les décisions qui vont impacter la vie du citoyen. Redonner la parole aux citoyens, offrir la possibilité de révoquer les élus, autant d'idées soumises par Ouverture Citoyenne qui prône la démocratie locale. La priorité pour nous, c'est de pouvoir remettre la démocratie au cœur de la ville. On s'est rendu compte avec notre liste qui comprend des gilets jaunes que beaucoup de personnes n'arrivent plus forcément à trouver des lieux où se rencontrer et où refaire du social, créer du lien social ensemble. Et le but de la maison de quartier, c'est de pouvoir dans chaque quartier avoir des personnes qui se retrouvent pour le plaisir de se retrouver, discuter, débattre et faire émerger des idées ensemble. Autre piste de réflexion pour le mouvement, le développement d'une ligne verte autour de Colmar pour limiter son expansion, ou encore la création de pôles universitaires associés à l'industrie. Tout un programme que les électeurs pourront parcourir jusqu'à la décision ultime au bureau de vote ce dimanche. Et puis des producteurs font appel à des artistes pour décorer leur coopérative. C'est le cas de Hopla à Oberhausbergen. Il y a quelques mois, le magasin de producteurs locaux et l'association Colors, collectif d'art urbain contemporain et de graffiti, se sont rencontrés pour réfléchir ensemble sur un projet original, rapprocher agriculture et culture urbaine. 4 artistes vont se relayer tout au long des saisons. Fanny Kunz a rencontré l'artiste Missy à l'initiative de l'œuvre de printemps. Des oiseaux qui annoncent le printemps. À l'entrée de la coopérative de producteurs locaux Hopla, une fresque prend forme. Au bout du pinceau, l'illustratrice Missy, elle donne vie à des rouges-gorges sur un fond ensoleillé. Donc chaque artiste a eu une saison à illustrer. Et après, il me semble que c'était carte blanche. Chaque artiste développe le projet qu'il veut. Alors c'est vrai que j'essaye de privilégier aujourd'hui les pinceaux et l'acrylique. On a eu un beau support, en fait, le bois. Donc on pouvait choisir le bois qu'on voulait. Moi, je suis partie sur un genre de sapin assez clair. Et j'avais envie de conserver cette texture de bois qui est belle et qui va très bien en plus avec le lieu. Et du coup, j'utilise des peintures acryliques pour peindre sur le bois. On verra ce que ça va donner, mais je trouvais ça bien de laisser aussi la carte blanche à l'artiste finalement. Et ça amène l'art en fait dans des lieux où on ne penserait pas forcément le trouver. Chaque trimestre, un artiste alsacien va proposer une œuvre peinte dans l'entrée du magasin. Un projet qui permet la rencontre de l'agriculture et du street art. Et si le thème de la nature est le fil rouge de ces créations artistiques éphémères, l'ensemble du projet porte un certain nombre de valeurs.
C'est quelque chose qui permet de ramener d'autres mondes, une autre clientèle, et ce qui s'inscrit aussi dans notre volonté d'ouverture, de partager des valeurs, les valeurs agricoles bien sûr, de la saisonnalité, de l'offre produit, mais aussi des valeurs d'artistes pour montrer leur savoir-faire. Une fois que les 4 artistes auront mis en place leur œuvre, qu'on les aura démontées, on va les mettre en vente aux enchères au profit d'une association, enfin de 4 associations différentes qui auront été sélectionnées par les producteurs, toujours une association locale, puisqu'également le magasin, c'est que des producteurs locaux. On va aussi soutenir le monde autour de nous. L'œuvre de Missy restera visible tout le printemps dans l'entrée de la coopérative et ce sera au tour de Stom 500 de prendre ses quartiers pour l'été avec ses bombes de peinture. Quel parallèle peut-on faire entre le monde artistique et le monde sportif? Élément de réponse au théâtre. Exemple avec le syndrome du banc de touche de Léa Girardet, à découvrir dans les salles orinoises jusqu'au 14 mars. Reportage de Marine Zis. C'est seule en scène que Léa Girardet fait un parallèle entre sa propre vie, celle d'une comédienne qui a connu une période de chômage compliquée, et entre celle de footballeur remplaçant. Son mentor, le sélectionneur Aimé Jacquet, vainqueur de la Coupe du Monde de football en 1998 avec l'équipe de France. En revoyant des vidéos d'Aimé Jacquet, en me renseignant sur lui, sur sa vie, sur son parcours, j'ai découvert des footballeurs remplaçants dans le fond du cadre, à chaque fois que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à m'intéresser à eux. Et quand j'ai entendu des témoignages de leur part, des interviews, c'était la première fois que j'arrivais à mettre des mots sur ma situation. Sur la souffrance que j'avais d'être exclue de mon métier, sur la jalousie que ça pouvait procurer. Voilà, donc c'est des footballeurs remplaçants en fait qui m'ont permis de mettre des mots sur mes échecs et finalement de les dépasser. Dans cette pièce, il est aussi surtout question de persévérance. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je comprends qu'il ne s'agit pas de se battre pour récupérer le ballon, mais pour rentrer sur le terrain. Léa Girardet a déjà joué plus de 130 fois ce spectacle. Avant de poursuivre sa tournée en France et dans quelques pays étrangers, elle sillonne le Haut-Rhin dans le cadre de la filature Nomade, une saison hors les murs de la scène nationale de Mulhouse. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics sur tout le territoire du Haut-Rhin. Donc, on propose 3 à 4 spectacles dans notre saison, qui sont proposés aussi bien dans des lieux partenaires dans Mulhouse, plutôt des structures socioculturelles, et également des communes dans la M2A et sur tout le département. L'idée, c'est vraiment de permettre la découverte du spectacle vivant dans un lieu proche de chez soi, et puis de permettre aussi la rencontre entre les habitants et les artistes. Donc, à chaque représentation, on propose à la fin aussi un temps, un pot convivial où les artistes peuvent échanger avec le public, ils peuvent poser leurs questions, parler du spectacle qu'ils viennent de voir ensemble. Le syndrome du banc de touche est à voir vendredi à Hambourg et samedi à Staffelfelden. D'accord, Zidane n'est jamais devenu président. D'accord, Black Blamber n'a duré que le temps de France 98. D'accord, on n'a pas gagné la Coupe du Monde féminine. Mais c'est pas parce que tout n'a pas réussi qu'il faut définitivement baisser les bras. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Dans le Haut-Rhin, toujours un mot de hockey. Hier, les joueurs des Scorpions de Mulhouse se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Magnus. Après 7 matchs contre l'équipe d'Amiens, les Alsaciens ont pu accumuler 4 victoires. Ils l'ont emporté 4-2 hier soir. Prochaine étape donc face à Grenoble. Mais les Mulhousiens devront attendre puisque les playoffs sont suspendus jusqu'au 17 mars selon la fédération en raison du coronavirus. Nous terminons à présent ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. À 3 jours du premier tour des municipales, le site des contribuables associés vient de publier son intéressante Argus des communes. Et les villes alsaciennes s'en sortent plutôt bien. Strasbourg figure certes en 47e position des villes les plus dépensières par habitant, mais Colmar obtient une belle 27e place des villes les moins dépensières et Mulhouse y est 50e. Parmi les villes les moins endettées, Strasbourg est 20e et Colmar 46e. Grosse surprise également, les 3 grandes villes alsaciennes figurent parmi les villes où l'on paye le moins d'impôts locaux. Colmar 10e, Mulhouse 17e et Strasbourg 34e. Mais le plus intéressant est que vous pouvez retrouver la note de toutes les communes via leur code postal. Et voilà les mieux et les moins bien notés des 2 départements alsaciens.